le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Étienne Chouard. Étienne est un enseignant français dans un lycée à Marseille. Il accède à la notoriété en 2005 en lançant une campagne pour le non à l'occasion de la campagne de référendum français sur le traité établissant une constitution pour l'Europe. Il organise partout en France des ateliers d'écriture de la Constitution pour que les citoyens s'approprient les règles du jeu politique. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Étienne. Bonjour Julien. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui, on est dans le sud de la France. Oui. On n'est pas très loin d'Aix-en-Provence. Alors tu le sais, on est en train de réaliser un documentaire qui s'appelle « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Et pour moi, c'est primordial de pouvoir répondre à cette question. Alors, je te laisse te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, avant de rentrer dans le cœur du sujet. Moi, je suis prof à Marseille. J'habite dans le Midi, près d'Aix-en-Provence. Et je fais depuis 10 ans de la politique au sens noble, c'est-à-dire non professionnel, et en prenant les choses sous l'angle constitutionnel. C'est-à-dire que je pense que si nous sommes impuissants à participer à l'élaboration des lois, c'est parce que nous avons été démissionnaires, c'est parce que nous sommes encore démissionnaires, nous tous, au moment de l'écriture des règles qui disent comment on va écrire la loi. Et comme on démissionne à ce moment précieux du moment constituant, le moment où on écrit le droit du droit, ce sont d'autres qui l'écrivent, donc ce sont des professionnels de la politique que nous laissons écrire la Constitution et qui écrivent leur puissance de professionnels et notre impuissance populaire. Et donc ça fait 10 ans que je travaille de plus en plus intensément sur ce que j'appelle, cette cause que j'appelle une cause première, j'appelle ça la cause des causes comme Hippocrate. C'était un médecin qui disait si vous voulez régler un problème, cherchez la cause des causes. Et je trouve ce conseil précieux, donc j'essaye de faire ça. À chaque fois que je trouve une cause, en amont d'une cause que j'avais repérée comme une cause importante, j'ai l'impression de progresser. Plus je remonte vers les causes déterminantes, déterminant les autres, plus j'ai l'impression de trouver une piste de solution au problème. Et j'en suis arrivé à... d'abord à la Constitution, puis ensuite à qui écrit la Constitution, puis en m'apercevant que c'était toujours les professionnels de la politique qui sont en conflit d'intérêts et qui écrivent des règles pour eux-mêmes, j'en suis venu à mais comment ça se fait-il que ce soit toujours les professionnels de la politique qui écrivent ? C'est parce que nous les laissons faire. Et pourquoi est-ce que nous les laissons faire ? Il y a pas mal de raisons possibles. Ça peut être un complexe d'infériorité des humains, c'est partout sur Terre, c'est pas seulement dans un pays, ce que j'observe. Mais nous démissionnons parce que nous ne nous sentons pas capables, on a une espèce de complexe d'infériorité, on a peur de se tromper, on est paresseux, on est peureux, on est égoïste, on s'occupe de nos affaires, et puis au diable le bien commun, sans voir que cette négligence du bien commun se retourne contre nous, ça nous conduit aux travaux forcés, cette affaire. Parce que ceux qui ont pris le contrôle du droit, ceux qui ont pris le contrôle de la Constitution, et donc des lois, et donc de la police, de l'armée, ont pu écrire les règles du capitalisme, ont pu écrire les règles qui donnent tout aux propriétaires et qui prennent tout aux travailleurs. C'est une question de droit, tout ça. C'est la police, l'armée, la justice, les gardiens de prison, toutes les forces étatiques, obéissent au droit. Et donc la façon dont on écrit le droit est déterminante. Et moi, quand vous me posez la question quand je vois que vous réfléchissez à la question du bonheur,
qui est centrale pour chacun, pas forcément formulée. Il y a des gens qui sont heureux sans même penser au mot bonheur, hein, mais moi j'ai envie de prendre le problème sous l'angle politique. Ça fait combien de temps que tu es instit? Je suis prof en BTS, je suis prof en lycée, je ne suis pas instit, plutôt des grands. C'est des enfants qui viennent d'avoir le bac, et c'est jusqu'à bac plus 2, hein, le BTS. Et ça fait depuis toujours, depuis 35 ans. 35 ans. Et ça fait combien de temps que tu t'intéresses à 10 ans. 10 ans 10 ans, ça a commencé en 2005, pendant 2004, pendant la campagne référendaire, pour ou contre, suivant les personnes, l'anticonstitution européenne. Je l'appelle comme ça parce que c'est pas une constitution. C'est une constitution, ça devrait être un texte qui sert à protéger les humains qui se constituent en peuple. Une multitude se constitue en peuple à travers une espèce de contrat social qu'est la constitution. Mais cette constitution, elle n'a de sens que si elle protège le corps social, que si elle protège les individus du corps social contre les abus de pouvoir. Une constitution, digne de ce nom, ça sert à inquiéter les pouvoirs, à affaiblir les pouvoirs. Or, les textes que nous appelons, qu'on appelle pour nous constitutions, sont des prisons politiques au lieu d'être des protections. Donc je refuse de les appeler constitutions, ce sont des anti-constitutions. Mais c'est notre faute. C'est parce que nous les laissons écrire par ceux-là même qui précisément ne devraient pas l'écrire. Puisqu'une constitution sert à inquiéter les acteurs politiques pour qu'ils n'abusent pas de leur pouvoir, il ne faut pas que ce soit les acteurs politiques qui écrivent eux-mêmes les règles, quoi. Ça paraît, enfin, un enfant comprend ça. Mais il suffit juste il faut s'arrêter de penser à autre chose et se concentrer sur ce problème-là, et normalement tout le monde comprend. Il n'y a vraiment que les élus qui ne comprennent pas. Il n'y a que les professionnels de la politique, eux ils trouvent que c'est populiste, que c'est démagogue, que c'est anti-parlementaire, donc c'est fasciste. Enfin, vous voyez, ils inventent toutes sortes de noms d'oiseaux pour discréditer cette idée qu'ils ne peuvent pas ou qu'ils ne veulent pas comprendre, mais tous les autres humains comprennent très vite ce que je dis là. Ça les arrange N'importe pas. qui comprend. Voilà, ça les menace même. Hein. C'est une idée qui est très subversive. Ouais. Et donc voilà. Donc à l'époque, en 2005, on était très nombreux à s'emparer du problème parce qu'il allait y avoir un référendum. Donc on est très nombreux à s'être mis à lire ce texte des traités européens, et moi j'ai produit un texte à l'occasion d'une engueulade avec mon père. Lui, il était pour, moi j'étais contre. Il y avait comme ça dans toutes les familles des engueulades. Hein. Le pays se disputait dans les entreprises, dans les familles. C'était une effervescence politique. Le référendum a créé un enjeu qui donnait une raison de se donner du mal pour faire de la politique. Et donc là, les humains, ils embrayent vite, ils marchent bien, tout de suite. Même ceux qui semblaient éteints se rallumaient avec la perspective du référendum. Et donc, comme tout le monde, comme beaucoup d'autres, j'avais écrit un texte. Donc à l'occasion de cette engueulade avec mon père, il comprenait rien, j'avais trop d'arguments, et il s'y perdait. En fait, c'est comme trop d'arguments, c'est comme s'il y avait plus d'arguments, quoi. Il disait bon, c'est trop compliqué. Et donc j'ai passé une nuit blanche après cette engueulade à coucher sur le papier tous ces arguments, mais en triant les 5 plus importants, les arguments où un seul argument suffisait à dire non, quoi. Ça va. Par exemple, si je comprends pas le texte, s'il est trop compliqué pour le comprendre, je signe pas un contrat que je comprends pas. Ouais, mais il y avait 5 arguments très puissants que j'ai listés et étayés avec les articles en question. J'ai pas beaucoup travaillé sur ce texte parce qu'après ça, je l'ai amélioré, donc pendant quelques dizaines, centaines d'heures. Et puis j'ai donné à mon père, puis c'était un texte qui me semblait utile, je l'ai publié. Et je l'ai envoyé à mes contacts en disant si vous trouvez qu'il y a quelque chose qui cloche, si je me trompe quelque part, je dois me tromper, évidemment, signalez-le moi, et puis je corrigerai le texte, et il va s'améliorer, il va devenir de plus en plus puissant, parce en faisant comme un cerveau collectif, on va être plus malin, on va être plus fiable. Puis je dis ça très gentiment, très humblement. Je prétends pas. Ce texte, le texte de l'anticonstitution européenne, me terrifiait. Je trouvais ça très inquiétant. Je disais pas encore. Maintenant, je dis que c'est un piège fasciste, c'est-à-dire que c'est vraiment antidémocratique. Mais à l'époque, je sentais bien que c'était quand même extrêmement dangereux.
Et j'invitais les autres à m'aider à y réfléchir. Très gentiment et sans être partisan, sans parler de gauche ou de droite, ou je dis c'est entre humains, quoi. Hein. Et l'espèce de cocktail de ce que ça a donné a fait que les gens se sont emparés de cette idée, l'ont passé. Les gens, quand ils le recevaient, d'abord ils m'envoyaient un mail en disant « Waouh !» Et puis je passe à tout mon carnet d'adresses. Et c'était comme ça de proche en proche, donc ce document a circulé comme une traînée de poudre. Et les journalistes ont très vite, au bout de 10 jours, ont commencé à recevoir de très nombreux mails de leurs lecteurs qui disaient « Mais qu'est-ce que vous répondez à ce type à Marseille qui dit… » Et puis une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, il dit « Mais qui c'est ce type ?» quoi, hein. Et un jour, il y a, donc au bout de une semaine, je crois, ou 10 jours, ça circulait énormément sur Internet, et il y a un journaliste de l'Humanité, Thomas, il s'appelait, je crois, qui a fait une pleine page en disant « Étienne Chouard peut-il faire gagner le nom ?» Alors que vous n'avez jamais été dans le journal, vous avez une pleine page, qu'est-ce qu'il raconte, il est fou lui. Surprenant. Et puis, comme les journalistes sont mimétiques, il suffit qu'il y en ait un qui couvre un sujet pour que les autres aient envie de le couvrir, et puis n'aient plus peur de le couvrir, d'être les seuls à le faire et d'être ridicules, et hop, ils se sont tous mis, alors là, mais toutes les radios sont passées à la maison, les télés, les journaux, le Washington Post, les journaux étrangers, hein, les télé italiennes. Donc il y a eu une espèce d'effervescence incroyable. Il y avait, au bout d'un mois, il y avait 30, 40 000 visites par jour sur le site. C'était pas un blog, hein, c'était pas un endroit où on pouvait échanger directement. Ils m'écrivaient des mails et moi je répondais à travers un journal. Et je faisais des réponses collectives. Les gens me disaient, souvent il y avait des groupes de gens qui me disaient la même chose et je leur faisais des réponses collectives dans le journal, des interpellations des acteurs politiques. Voilà. Et puis ensuite, après le référendum, je sentais qu'il ne suffisait pas de dire non, qu'il fallait construire une alternative. Qu'est-ce qu'on fait à la place, quoi, hein. Et on s'est mis... Enfin, j'ai invité les gens et qui sont venus de plus en plus nombreux. On s'est mis à... J'ai créé un forum pour réfléchir au principe d'une bonne constitution. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne constitution ? Il y a quoi dans une bonne constitution ? Donc il y a la séparation des pouvoirs. Alors c'est quoi concrètement ? Quel pouvoir ? Donc le législatif, l'exécutif, le judiciaire, il faudrait sûrement rajouter les médias et la banque, la monnaie, la création de la monnaie. Donc, quels sont les pouvoirs à séparer ? Et puis, comment on les contrôle ? Et puis, qu'est-ce qu'il y a à dire sur la monnaie ? Et puis, qu'est-ce qu'il y a à dire sur le vote blanc ? Et puis, quel mode de scrutin ? Est-ce que on vote au scrutin uninominal en disant je donne toutes mes voix à ce bonhomme et puis aucune aux autres ? Ou bien est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place un régime de vote à points qui permettrait de dire lui c'est mon préféré, je lui donne 3 points, j'ai 12 points, je lui en donne 3 ou 4, mais celui-là je l'aime bien, j'en donne 2, et puis par contre celui-là je ne peux pas le saquer, j'ai peur de lui, donc je lui donne moins 12, parce que lui j'ai très peur de lui, et ça permettrait de nuancer nos votes, etc. Donc il y a vraiment, tous les sujets sont passionnants sur ce forum, et on s'est mis à discuter donc des principes d'une bonne constitution. Et en même temps, il y avait un wiki qui permettait, au terme d'une discussion sur le forum, ou en cours de discussion sur le forum, d'écrire un article correspondant à ce qu'on a dit, avec des options. Quand on n'est pas d'accord, il n'y en a pas un qui écrase l'autre. Quand il y a 2 possibilités, on prévoit 2 options. Comme ça, on continue à discuter, mais on écrit les articles. Donc il y a un wiki, une wiki constitution, qu'on a élaboré ensemble, en écrivant une constitution, un exemple pédagogique. Ça ne prétend pas du tout être la constitution, hein, c'est un exemple de ce que des humains libres devenus constituants pourraient écrire. Et là, on s'aperçoit qu'il n'y a pas besoin d'être polytechnicien. Hein. Il faut que vous vous concentriez, que vous arrêtiez de regarder la télé, de lire les journaux. Il faut que vous vous concentriez sur le problème du contrôle des pouvoirs. Comment est-ce qu'on désigne les pouvoirs et comment est-ce qu'on contrôle les pouvoirs ? Et vous allez voir que n'importe qui a des idées précieuses là-dessus. Et on débouche tous sur la même chose, en fait. Il y a des options, mais en gros, quand même, il y a des choses très nouvelles, c'est qu'on débouche tous sur une vraie séparation des pouvoirs, des vrais contrôles des pouvoirs, avec une vraie participation des citoyens à l'élaboration des lois et au contrôle des pouvoirs. Donc il y a des chambres tirées au sort dans tous les coins. Quand des humains normaux se mettent à écrire leur constitution, ils comprennent très vite l'intérêt du tirage au sort, qui est un antidote universel et radical contre la corruption, contre les conflits d'intérêts et contre les abus de pouvoir.
contre les chefs, quoi, contre les gens qui veulent être chefs. Le tirage au sort est une protection universelle, un antidote anticorruption. Et donc les gens comprennent très vite et ils en mettent partout. Donc ils prévoient des chambres tirées au sort, elles-mêmes contrôlées d'ailleurs par des tirés au sort. Hein. C'est comme ça marchait à Athènes. Hein. Ça a marché à Athènes pendant 200 ans. Hein. Et le résultat pendant 200 ans à Athènes, c'est que les pauvres gouvernent. Et que les riches, ils sont riches, mais ils sont pas, en plus d'être riches, ils sont pas riches politiquement. Politiquement, il fallait qu'ils subissent la loi du plus grand nombre et donc des plus pauvres. Est-ce qu'on peut considérer que toute cette réflexion, ça t'a amené aussi à réfléchir au bonheur ? Bon, pas directement, mais comme je lis énormément depuis 10 ans. Chaque lecture en induit d'autres. Et depuis 10 ans, je dois être à 2500 ou 3000 bouquins, donc c'est vraiment un très très grand nombre de livres qui sont comme un tissu en fait. Chaque auteur développe une thèse, et tous ces bouquins parlent des pouvoirs, des abus de pouvoir, et donc d'une certaine façon vraiment du malheur qu'il y a à subir les abus de pouvoir et la façon dont on peut se protéger institutionnellement. Donc le bonheur, il n'est pas identifié explicitement dans ce sur quoi je travaille, mais je sens bien qu'il est partout, un peu comme les Américains dans leur déclaration d'indépendance disent dans leur préambule, qui explique pourquoi on se met ensemble. Et les Américains disent on se met ensemble parce que chaque être humain a droit au bonheur et qu'on va mettre en place ce qui est nécessaire pour le garantir. Et à mon avis, il y a deux façons de rentrer dans le bonheur, dans la réflexion sur le bonheur. Il y a une réflexion intime, personnelle, parce qu'on est sûrement individuellement responsable de son bonheur et de son malheur, en tout cas co-responsable, de façon très importante, pas anecdotique. On voit bien qu'il y a des gens qui se débrouillent pour être heureux tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, ils sous-dimensionnent les problèmes, ils les relativisent tout, c'est pas si grave, voilà. Et puis ils passent dessus, ils passent l'éponge à tout le temps. Et puis quand il y a quelque chose qui est bien, ils le surdimensionnent, c'est-à-dire que c'est la méthode Coué, quoi. Hein. Ils s'occupent de leur bonheur activement, quoi, pour pas être malheureux. On fait tous ça plus ou moins, c'est-à-dire que on voit que dans les pays pauvres, quand on leur demande, ils sont heureux. Pourtant, ils sont dans le dénuement total. Nous dirions, il n'y a pas de conditions plus malheureuses, pas du tout. Ils sont très heureux. D'une part parce que ils sont tous dans le même état. Ça, c'est important. L'impression de partager une condition aide à être heureux. Et les inégalités creusent le malheur, par jalousie, par envie, par ressentiment. L'intérêt politique de l'égalité, c'est de nous aider à être heureux. Parce que les inégalités vont nous rendre malheureux. Il va y avoir des gens très heureux qui sont ceux qui sont bien traités, mais le prix à payer, c'est le malheur de tous les autres. Un peu comme dans une compétition. Je trouve que les règles de compétition sportive sont littéralement stupides. Regardez, dans chaque compétition, vous avez une ou deux personnes, les 3 personnes qui sont sur le podium qui rient, qui sont heureuses, et puis vous avez des dizaines de tous les autres qui pleurent, malheureux comme les pierres. Et donc vous avez le plus grand nombre tout le temps qui pleure pour que quelques-uns soient heureux. Je trouve ça complètement idiot. La compétition il y a d'autres façons d'utiliser la compétition de façon plus douce, qui sont plutôt l'émulation, qui sont plus respectueuses et qui arrivent à conserver de la collaboration, même dans le cadre de l'émulation, on arrive à collaborer, à être ensemble, et on ne cherche pas à gagner, on ne cherche pas à écraser l'autre. Donc il y a cet aspect individuel de responsabilité par rapport au bonheur. Et là, qui suis-je pour... Je peux donner mon avis, mais ça n'a aucun intérêt, quoi. Je veux dire, chacun a son avis là-dessus. J'aime beaucoup ce que dit Alain. Je l'ai amené parce que je savais qu'on avait parlé de bonheur. Je lis les propos sur le bonheur d'Alain. Et les propos sur le bonheur, je les lis en proportion un peu moins que les propos sur le pouvoir.
Alain a écrit des milliers de propos, magnifiques. C'est un torrent d'intelligence. On progresse, on grandit quand on lit Alain. Les propos sur le pouvoir sont tellement directement impliqués, concernent tellement ce que je fais que je suis vraiment tout le temps dedans, quoi. Mais les propos sur le bonheur, ils sont sur la table aussi, et très souvent j'en ouvre un. Et on y trouve des perles. Hein. Je peux vous en lire un morceau ? Avec plaisir. Mais c'est un exemple parmi 1000, parce que Alain, c'était un prof de philo, il s'appelle Émile Chartier, c'était un prof de philo au début du XXe siècle, et qui nous rend sensibles des idées essentielles depuis 2500 ans, depuis Platon, quoi. C'était quelqu'un qui raffolait de Platon. Alors que moi, j'étais en train de m'éloigner complètement de Platon parce que j'en apprenais d'Onfray. J'aime bien lire Onfray aussi. Je suis souvent en désaccord avec lui. Et puis d'autres fois très en accord. Donc je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Onfray, mais il me fait beaucoup réfléchir. Il m'a amené à beaucoup lire. Et Onfray déteste Platon. Enfin, il voit plein de mauvais côtés de Platon que j'ai finalement intégrés. Et en lisant Alain et en arrivant dans la partie où Alain parle de Platon, Alain raffole de Platon, et moi je raffole d'Alain par ailleurs, donc ça me réconcilie avec Platon, je redécouvre Platon, et donc finalement c'est dialectique, quoi. Et en tout cas, vous allez voir le niveau de la réflexion d'Alain sur ce propos. Dès qu'un homme, donc c'est Alain qui parle, dès qu'un homme cherche le bonheur, il est condamné à ne pas le trouver. Et il n'y a point de mystère là-dedans. Le bonheur n'est pas comme cet objet en vitrine que vous pouvez choisir, payer, emporter. Si vous l'avez bien regardé, il sera bleu ou rouge, chez vous comme dans la vitrine. Tandis que le bonheur n'est bonheur que quand vous le tenez. Si vous le cherchez dans le monde, hors de vous-même, jamais rien n'aura l'aspect du bonheur. En somme, on ne peut ni raisonner ni prévoir au sujet du bonheur. Il faut l'avoir, maintenant. Quand il paraît être dans l'avenir, le bonheur, songez-y bien, c'est que vous l'avez déjà. Espérer, c'est être heureux. C'est remarquable, moi je trouve ça très très très... il parle de la musique. La musique ne peut plaire qu'à celui qui a vaincu d'abord certaines difficultés. La science ne plaît pas en perspective, il faut y entrer, il faut une contrainte au commencement et une difficulté toujours. Un travail réglé et des victoires après des victoires, voilà sans doute la formule du bonheur. Et quand l'action est commune, comme dans le jeu de cartes, ou dans la musique, ou dans la guerre, c'est alors que le bonheur est vif. Quand l'action est commune. Alain a un travail sur la guerre, c'était un pacifiste viril, il disait. C'est-à-dire que c'est un pacifiste qui s'occupe de la paix, qui ne se contente pas de dire « il ne faut pas la guerre », il dit il faut gagner. Il faut gagner la paix. Et il pouvait être exonéré de faire la guerre de 14-18. Il a voulu la faire. Et pas comme officier, mais comme troufion. Donc il a fait la guerre de 14-18. Il a des propos magnifiques sur la guerre. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Mars ou la guerre jugée. En fait, c'est la guerre jugée. C'est un jugement de la guerre. C'est absolument passionnant. C'est absolument passionnant. Les ressorts, il analyse les ressorts qui en nous conduisent à la guerre et au malheur absolu. Pour moi, la guerre, c'est l'antithèse absolue du bonheur. Le bonheur, ce serait la paix, et la paix garantie. Et la paix pour tout le monde. Pas seulement pour moi et ceux que j'aime. Je vis comme un bémol, comme une restriction à mon bonheur, le malheur des autres. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui ne sont heureux qu'avec le malheur d'autrui, et qui ne sont heureux que quand ils sont dans une meilleure situation que d'autres. Donc le bonheur est tellement variable d'un humain à l'autre. Comme Alain, je trouve qu'il y aurait quelque chose une quête impossible à essayer d'identifier le bonheur comme un absolu. C'est éminemment relatif, ça change d'une personne à l'autre. Par contre, les conditions du bonheur, notamment celui de ne pas être écrasé par le plus fort que soi,
de pas se voir imposer une cruelle injustice. Ces conditions-là, elles sont politiques. Et à mon avis, mais c'est une banalité, hein, c'est l'état de droit, un véritable état de droit, qui peut nous permettre de nous donner les uns aux autres mutuellement les conditions du bonheur, mais sachant qu'il restera du travail ensuite à faire individuellement pour fabriquer notre bonheur. Maintenant qu'on est protégé des agressions les plus graves, des injustices les plus graves, il reste à construire le bonheur individuel, mais dans un cadre juridique qui protège. À mon avis, il y a les deux aspects, et l'aspect politique est celui qui m'intéresse le plus. Pour l'instant, nous ne sommes pas dans un état de droit. On est un peu dans un état de droit. Il y a une police qui empêche que ma femme, mes enfants, les gens faibles se fassent écraser par un fort. Il y a une police qui nous protège. Mais il est quand même complètement dévoyé par les riches. L'état de droit, là, il est... Depuis 200 ans, depuis 1789, il est capté par les marchands, quoi. Les marchands, en se donnant la possibilité, en prenant le droit d'écrire la Constitution, c'est ça qui s'est passé en 89, hein. En 76, aux États-Unis, un siècle avant en Angleterre, et en 89 en France, c'est un mouvement de captation du pouvoir politique et du pouvoir, à commencer par le pouvoir constituant, par les marchands, les grands marchands et les banquiers. C'est les banquiers qui soutenaient Napoléon, hein. C'est les banquiers comme Pergaud, les banquiers suisses, qui voulaient qu'on leur donne la Banque de France, mais qui est une institution privée, qui a un nom qui ressemble au public, mais qui est une institution privée créée par Napoléon pour ses maîtres. Ses maîtres, c'était les banquiers, qu'il avait financés, qu'il avait portés au pouvoir, qui avaient intrigué pour que les obstacles sautent autour de lui. Napoléon, c'était le sabre des banquiers. Et ce qui s'est passé, c'est que les banquiers, c'est les plus grands marchands, hein. Parmi les humains qui font du commerce, les marchands émergent et puis deviennent de plus en plus riches. À force d'être riches, ils ne savent plus quoi faire de leur pognon et ils prêtent leur pognon contre un intérêt et ils font du pognon avec le pognon et ils deviennent de plus en plus riches. C'est exponentiel. Surtout, ça devient exponentiel surtout à partir du moment où ces gens-là se mettent à écrire le droit. Ben là, ils font sauter tous les verrous. Là, toutes les religions interdisaient le prêt à intérêt. Mais eux, ils font sauter cette interdiction et le prêt à intérêt devient possible. Et c'est le capitalisme. Mais le capitalisme, c'est du droit. Ce sont ces humains qui ont pris le contrôle de la Constitution et donc des lois. C'est majeur, ça, hein. Et donc, maintenant, aujourd'hui, on voit bien que le droit est surtout au service des riches et en partie au service des pauvres, mais c'est très, très discutable et améliorable, quoi, hein. Donc, je pense que les conditions du bonheur du bonheur général, partout sur Terre, seraient très améliorées si les humains arrêtaient de démissionner, prenaient en charge le processus constituant. Un peu. Fassent des ateliers pour s'entraîner un peu à qu'est-ce que c'est qu'une constitution, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans une constitution, comment je peux dire que cette constitution est mauvaise parce qu'il y manque la définition de la monnaie, le rôle du peuple pour contrôler les acteurs politiques et les virer dès qu'on n'est pas content. Il y a quelques caractéristiques qui permettent de dire ça, c'est une vraie constitution. Est-ce qu'il y a un référendum d'initiative populaire? Est-ce que le peuple, de sa propre initiative, peut dire « moi je veux ça » ou « ça je ne le veux pas, je le refuse ». Est-ce que ce peuple, dans cette constitution-là, peut, de sa propre initiative, changer la constitution ou révoquer un acteur qu'il considère corrompu ou malveillant? Donc il y a quelques critères assez objectifs qui permettent de dire ça, c'est une constitution digne de ce nom. Et ça, c'est une anti-constitution, c'est pas une vraie, c'est un fake. Et les humains gagneraient dans une espèce de quête du bonheur le mieux partagé possible en prenant leurs problèmes, qui les gênent pour être heureux, en prenant leurs problèmes à la racine, qui est leur démission. Et donc en faisant des ateliers pour s'entraîner et ne plus être démissionnaire. Quand je fais un atelier constituant, je m'en occupe, je deviens moi-même apte, un jour,
s'il le faut, à écrire une meilleure constitution ou à participer à l'amélioration d'une constitution. Ou s'il faut voter une constitution, à la voter de façon éclairée parce que je me suis entraîné, je sais un peu de quoi je parle, je me suis entraîné. Est-ce qu'on ne gagnerait pas un petit peu de temps à revoir l'éducation? Moi, j'ai l'impression que tout part de l'éducation. Oui, mais attention. Oui. L'âme humaine s'instruit seule et sans maître. C'est Jacotot qui disait ça. Jacotot, c'était un instituteur pendant la Révolution française, et puis l'Empire, et qui a découvert, à la fin de l'Empire, il a découvert que quand on lui a donné à enseigner le français à des jeunes néerlandais qui voulaient que ce soit lui, parce qu'il avait une bonne réputation, c'était un bon prof, et qui voulaient apprendre le français, mais eux ne parlaient que le néerlandais. Lui ne parlait pas un mot de néerlandais. Et on lui demandait d'enseigner sans pouvoir expliquer, comme il le faisait d'habitude, puisqu'il ne parlait pas la langue de ceux à qui il devait enseigner. Alors, il a réfléchi et il leur a donné, il a trouvé un livre qui était, je crois que c'était Télémaque, qui était un beau texte bien écrit en français d'un côté et en néerlandais de l'autre. Et il leur a donné ce livre. Il ne pouvait pas leur donner de consignes, ils ne parlaient pas leur langue. En s'emparant du livre, les enfants ont travaillé seuls. Jacotot était là, mais comme présence rassurante, mais pas comme donneur de consignes et surtout pas comme expliqueur. Et quand, au bout de quelques semaines, je ne sais plus si c'est quelques semaines ou quelques mois, Jacotot a fait un contrôle pour voir comment s'exprimaient les enfants. Il s'attendait à un charabia. Et au lieu de ça, il a eu des rédactions dans un français impeccable, comme jamais il avait réussi à obtenir une qualité en expliquant à ses propres enfants depuis des décennies, en expliquant à ses propres élèves. Il n'avait jamais réussi à obtenir un résultat aussi parfait, un respect des nuances, en très peu de temps. Et il en a déduit donc c'est une révélation. Il s'est dit, c'est pas bien d'expliquer aux gens, ça les aide pas. Ça les abrutit, il disait. C'est l'ordre abrutisseur, l'école telle qu'on l'organise. En expliquant aux enfants, ça abrutit les gens. Pour émanciper les gens, il faut les conduire à apprendre seuls, comme les adultes apprennent. Quand vous n'êtes plus à l'école, vous apprenez tout seul. Vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous expliquer, qu'on vous dise apprends ça, puis maintenant apprends ça, puis maintenant... Pas du tout. On apprend ce qu'on a envie d'apprendre et on l'apprend bien. 90% de ce que vous savez, vous l'avez appris seul. Et vous l'avez très bien appris. Et ça marche très bien. Et Jacotot en a déduit que cette formule formidable, que l'âme humaine s'instruit seule et sans maître. C'est très, très, très important dans une réflexion démocratique, ça. Parce que de quelle école? Vous parlez d'école, il faut parler d'éducation. De quelle éducation parle-t-on? Probablement pas de l'éducation nationale républicaine. Quand vous lisez les instructions qu'on donnait aux instituteurs pendant la Troisième République, 19e siècle, les instructions, c'était des consignes d'enseignement de la soumission, de la résignation, de l'obéissance. L'école était faite pour que les enfants de pauvres apprennent le respect de l'ordre social, le respect des hiérarchies sociales. C'est un outil de domination, l'école républicaine. C'est un outil d'asservissement. Alors, sous des prétextes ou des drapeaux, des étendards d'émancipation, plein de bonnes intentions, et que je partage, je suis prof, moi. Donc, moi, je suis plein de bonnes intentions, évidemment. Je suis pas du tout... j'ai pas un projet de domination quand je fais cours. Et les instructions que nous recevons ne sont plus ces instructions qu'elles étaient au début de l'école républicaine. Donc, on n'est peut-être pas à la même école aujourd'hui que l'école de l'époque de la Troisième République, mais il y a quand même quelque chose d'infantilisant dans notre façon. Je parle de moi aussi, hein, je me mets pas en juge qui serait là à condamner les autres. Je m'observe moi-même. Hein. Il y a dans notre façon d'enseigner, quand le prof parle et que les enfants se taisent, taisez-vous. Je parle. Il y a là quelque chose d'infantilisant, quelque chose qui enferme l'enfant dans son enfance.
Donc l'éducation qui me séduit le plus en ce moment, c'est l'éducation populaire. C'est-à-dire que nous nous formons entre nous. Un jour, c'est moi qui vais vous apprendre quelque chose. Mais demain, c'est vous qui allez m'apprendre quelque chose. Les rôles changent tout le temps. Il n'y en a pas un qui est prof à vie et l'autre qui est élève à vie. À mon avis, l'éducation la plus émancipante, elle est populaire, avec une méfiance, une prudence par rapport à ceux qui veulent être profs, à ceux qui veulent être celui qui donne tout le temps les leçons. De la même manière qu'il faut se méfier de ceux qui exercent le pouvoir et qui veulent être ceux qui exercent tout le temps le pouvoir. Il faut que le pouvoir tourne, et probablement aussi en matière d'éducation. On dirait que la seule éducation qui vaille, ou au moins, c'est l'éducation populaire. C'est-à-dire une éducation qui soit respectueuse de celui qui apprend, ou celui qui apprend est demandeur, et où celui qui dit ce qu'il sait ou qui passe un message n'est pas toujours le même. On change de rôle. Il n'y en a pas un qui est toujours le prof et puis l'autre qui est toujours l'élève. Il faut que ça change, il faut que ça tourne. En fait, si on veut se respecter mutuellement et si on veut s'émanciper vraiment, il faut qu'on soit très tôt, peut-être dès 5 ans, 6 ans, un passeur, un prof. À 5 ans, on peut déjà être en train d'expliquer à un enfant, un autre copain de 4 ans, quelque chose. Mais on n'est pas prof durablement, temporairement. On est en train d'expliquer et on s'explique mutuellement. Alors, je vois bien que quand on essaye de faire ça, quand on essaye de faire comme ça avec des enfants qui sont déjà grands, qui ont déjà 18 ans, et qui n'ont pas été habitués à ça, c'est-à-dire qu'ils ont été infantilisés depuis le début, quand on les laisse libres de choisir eux-mêmes leur sujet, et d'aller eux-mêmes au savoir, et de travailler eux-mêmes de leur propre... Ouf, ça ne marche pas bien. Ça ne marche pas bien parce qu'ils sont... c'est nous, dans l'éducation nationale, on ne les a pas émancipés... on les a infantilisés tout du long. Et on continue à les infantiliser, même dans les grandes écoles. Hein. Donc il faudrait reprendre tout depuis le début, quoi. Oui. Est-ce qu'on parle d'école alternative ou d'éducation alternative? Voilà, ouais. Les écoles Freinet. Steiner, Montessori. Voilà. Tu sais que nous, on est partis dans cette idée. Oui. On est partis pour créer une école, ce que j'appelle moi l'école de la vie. C'est une école alternative, ni plus ni moins, qui est inspirée de tous ces courants. Parce que, comme je te disais en amont, je suis convaincu que tout part de l'éducation. Si on veut changer de paradigme ou faire en sorte que les choses avancent peut-être dans le bon sens, mais il faudrait donner une définition à bon sens. Je crois que vraiment tout part de l'éducation. Donc, oui, mais on pourrait... Le tyran le dit aussi. Attention. Le tyran dit la même chose. Et même certains tyrans très bien intentionnés. Des tyrans qui veulent le bien du monde. Et qui pourtant sont tyranniques et aliénants. Et ils se disent aussi, tout passe par l'éducation. Donc on trouve le même problème qu'avec les pouvoirs. Il y a un risque d'abus de pouvoir dans l'éducation aussi. Ça dépend du porteur de projet, quoi. Ouais, je ne sais pas s'il faut qu'il y ait un porteur de projet, justement. J'ai l'impression que en tout cas, ce qui nous protégerait des abus de pouvoir, c'est la rotation des charges. T'entends quoi par là? Que ce soit pas toujours le même qu'est le pouvoir, que ça tourne très vite. Des mandats courts, non renouvelables. La déprofessionnalisation de la politique. Et à mon avis, une condition ou un rouage essentiel de notre émancipation. Et c'est la même chose avec les profs, je pense. La déprofessionnalisation de l'enseignement, des porteurs de projets,
Que chacun puisse être porteur de projet tout le temps, enfin, à n'importe quel moment, chacun son tour. Si vous allez dans la nature, vous voyez, une forêt n'a pas de chef. Il n'y a pas un porteur de projet dans la forêt. Chacun joue son rôle. Il y a vraiment dans la réflexion qui s'appelle l'holacratie, je crois, une réflexion sur la gestion des organismes complexes comme une forêt ou un organisme vivant avec toutes ces cellules qui n'ont pas de chef et qui pourtant travaillent harmonieusement en s'informant sur ce que font les autres, mais en étant autonomes, en ayant leur liberté d'agir. Il y a un travail passionnant d'un gars qui s'appelle Frédéric Laloux, que vous pourrez, je ne sais pas si en montage, vous pourrez mettre une incrustation ou un lien vers une conférence qui s'appelle Reinventing Organizations, où il explique, et il a fait un bouquin qui maintenant est en français, il faut vraiment que j'en parle, il faut que je fasse un billet là-dessus, parce que enfin le bouquin est en français. Et c'est un gars qui a bossé, Frédéric Laloux, c'est un gars qui a bossé sur une trentaine de cas d'entreprises, et plus particulièrement sur une douzaine, vraiment il a beaucoup travaillé, d'entreprises dont le chef a décidé, alors parce que dans un monde comme le nôtre qui est très hiérarchique et où les chefs sont partout, il faut que ce soit un chef qui prenne cette décision-là. Mais dans ces entreprises-là, le chef a décidé qu'il n'y aurait plus de chef. Donc il n'y a plus d'encadrement. Un peu comme au Canada, non ? Alors, il y en a dans tous les pays. Les exemples de ces entreprises, il en trouve un peu partout sur Terre, des petites, des grandes, tous les statuts, elles font tout de l'argent, elles sont toutes profitables, elles fonctionnent bien, et il n'y a absolument pas de chef, il n'y a pas de cadre. Ça ne m'étonne pas. Ouais. Chacun fixe son salaire. C'est marrant parce que c'est contre-intuitif, on se dirait, une entreprise où chacun fixe son salaire, les gens vont exagérer. Ben non, ça ne se passe pas comme ça. Les gens sont raisonnables. Les gens sont raisonnables. Parce qu'ils sont sous le regard des autres. Hein. Alors, il y a quelques conditions qu'il explique et qui sont passionnantes. Je vous invite à regarder ça. Parmi les conditions, il y a l'obligation pour chaque cellule de ce corps social, quelle entreprise vue sous l'angle holacratique, je crois qu'on dit comme ça. Une des conditions, c'est que, avant de prendre une décision, la cellule qui prend la décision, l'humain qui prend la décision, en parle aux autres et connaît leur réponse. Même si c'est une réponse de refus, de désaccord. Si les autres ne sont pas d'accord, il peut le faire quand même. Ce n'est pas les autres qui décident, c'est lui qui va décider. Mais il a comme obligation de savoir, de s'enquérir, de chercher à savoir ce que pensent les autres. Ce que font toutes nos cellules. Nos cellules s'informent les unes les autres et ça suffit. Question de bon sens. Et ça donne plein d'idées, évidemment, sur l'organisation politique. Hein. Ce qu'il explique, c'est que ces chefs, au lieu de prendre leur entreprise, le corps social qu'est leur entreprise, comme un navire avec un capitaine qui donne le cap et qui dirige avec des gens qui obéissent, au lieu de prendre l'entreprise comme ça, ces chefs prennent l'entreprise comme un organisme vivant. Ils imitent la nature. Et ils imitent la nature, puisqu'il y a les organismes vivants, il n'y a pas de chef. Et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que tout ce qui est complexe ne peut être géré que comme ça. La hiérarchie, avec des chefs qui prétendent tout savoir et qui prétendent tout décider, ne fonctionne qu'avec des cas très simples, des choses très simples. Pour faire des choses compliquées, ça ne va pas du tout. On ne fait que des bêtises. Une hiérarchie ne fait que des bêtises quand elle a à gérer des choses compliquées. C'est marrant ça, hein ? Si on veut faire des choses compliquées, il faut se débarrasser de la hiérarchie. Tendre vers la simplicité, quoi. Alors, la simplicité de l'organisation et puis surtout l'autonomie de chaque cellule. Hein. L'autonomie de chaque particule. C'est rendre la responsabilité à chacun aussi, quoi. Que chacun soit responsable. Voilà. Et en fait, l'émancipation, elle vient avec la confiance que chacun fait aux autres. C'est ultra démocratique comme idée. Enfin, c'est très proche de la démocratie, quoi. C'est clair. Hein. Mais du coup, moi, ça me fait repenser encore à l'éducation, parce que nous, on est conditionnés clairement
sur la hiérarchie, la compétition, voilà. on est formé à l'envers. C'est oui. ça, ouais. Donc il faudrait justement, du coup, réapprendre les choses. Oui, mais qui va organiser cette éducation ? On peut se poser la question, ouais, c'est sûr. À mon avis, ce qu'on fait là, sur l'organisation politique, donc sur la démocratie, sur le processus constituant, ce qu'on fait, les ateliers constituants, où nous nous apprenons les uns les autres mutuellement, en nous respectant mutuellement. Il n'y en a pas un qui sait et l'autre qui ne savent pas, et les autres qui ne savent pas, et puis c'est toujours les mêmes. C'est très... Cette organisation-là, elle serait capable de penser une éducation, en même temps que un législatif, un exécutif, un judiciaire, un pouvoir médiatique, un pouvoir bancaire. Cette organisation, ce cerveau collectif que nous formons, et qui grandit sans arrêt, là, nous serions capables d'imaginer une école de cette nature-là, respectueuse et émancipante, non abrutissante, au sens de... C'est Rancière qui a écrit un bouquin magnifique, l'histoire de Jacques Otto, dont je vous parlais tout à l'heure. Rancière l'explique dans un bouquin formidable qui s'appelle « Le Maître ignorant ». Le Maître ignorant, c'est un grand livre pour les démocrates, pour ceux qui cherchent une organisation où tout le monde participe à la production des lois, parce que tout le monde est jugé comme compétent. L'expérience du Maître ignorant, elle donne une pêche incroyable, ça donne de l'espoir. Quand tu dis, ça marche ce truc, quoi. Tu fais confiance aux gens, ils vont se débrouiller, ils vont apprendre plein de choses, bien sûr, ils vont apprendre tout seuls. Enfin, ils vont apprendre avec les autres, mais c'est eux qui vont être les pilotes de leur progression. Il faut leur donner un environnement, quoi. Ouais. Alors, les réacs, les gens qui n'aiment pas ces idées-là, que je respecte, moi, je comprends qu'ils y réagissent, parce qu'ils ont des raisons de réagir. Quand on essaye, dans notre école actuelle, d'utiliser ces méthodes, ça donne des enfants complètement déboussolés, des enfants qui ne font rien, qui ne travaillent pas. Et dont le niveau devient vachement inquiétant, parce que tu te dis, mais attends, mais si tu les forces pas, ils apprennent pas. Donc je comprends les gens qui réagissent à ça, qu'on appelle les réacs, c'est un mot méprisant, réac, il faudrait utiliser un autre mot, mais les conservateurs, quoi, les gens qui voudraient revenir à une organisation ancienne où le prof oblige les élèves à travailler, parce qu'au moins il y a un niveau qui monte, c'est factuel, le niveau monte quand même. Tu forces les enfants à travailler. Bon, certes, ils sont aliénés, ils sont infantilisés, ils ne sont pas des hommes, ils sont des enfants. Mais enfin, il y a un niveau qui monte, ils apprennent à lire. Et donc, Alain dit à un moment, apprendre à lire, tout est là, tout est dit. Savoir lire, tout est là. Parce que une fois que tu sais lire, tu as l'outil pour toute ta vie progresser, t'agrandir et te régaler. Encore faut-il donner le goût aussi de la lecture. Voilà. Donc la façon dont on apprend à lire, quelquefois, elle est répugnante, quoi. Elle conduit au dégoût. Mais c'est peut-être l'industrialisation de l'école, le fait qu'on donne à un prof 30 élèves pour des raisons financières, des raisons de merde, des raisons comptables, des raisons qui n'en sont pas. Enfin, des raisons... Il n'y a aucune raison pour que la puissance publique manque d'argent. Ça, je raccorde là notre discussion à un autre chantier essentiel. Moi, j'ai deux chantiers essentiels, qui sont le processus constituant et la compréhension de ce que c'est que la monnaie. Et notre émancipation par rapport à la création monétaire, il faut qu'on arrête de penser que nous avons besoin de l'argent des riches. Nous n'avons pas besoin de l'argent des riches. C'est évident. Il nous suffit de comprendre comment nous créons la monnaie, comment nous devons créer la monnaie, il faut faire attention à ne pas en créer trop, mais comment nous devons être les maîtres de la création monétaire. Les maîtres éclairés, mais les maîtres, le peuple doit maîtriser lui-même sa création monétaire. Donc ça veut dire qu'il faut faire des ateliers monétaires aussi, des ateliers constituants. Si nous avions le contrôle de la création monétaire,
nous n'aurions aucun problème pour qu'un prof s'occupe de 2 ou 3 élèves, voire même que chaque élève ait son prof. Pas forcément tout le temps d'ailleurs, parce que c'est sûrement bien que les élèves soient ensemble et apprennent à être un corps social avec des conflits, et puis une gestion des conflits, une élaboration en commun de la règle commune. Donc il faut être ensemble pour faire ça. Si chaque élève n'avait qu'un précepteur, il deviendrait nombrilique, narcissique, ce serait sûrement pas bon, mais à mon avis, je vois bien que les enfants qu'on me confie et que je trouve en difficulté et dont j'arrive pas à m'occuper comme il faut parce qu'ils sont trop nombreux, si j'avais la moitié du temps à passer avec lui comme avec mon fils, et comme je l'aiderais, comme je pourrais l'émanciper, je lui expliquerais pas forcément, je conduirais à apprendre seul, un peu comme Rancière avec et Jacotot, quoi. Hein. Mais je m'en occuperais mieux si j'en avais moins. Et si l'État avait la création monétaire, je vous explique en 2 mots, c'est facile à comprendre. Hein. C'est facile à comprendre, il n'y a pas besoin de faire Polytechnique, et c'est incroyablement émancipant de comprendre ça. Un État digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie dont il a besoin, dont le peuple a besoin. Un État digne de ce nom crée la monnaie quand il dépense. J'ai besoin d'un paquet de profs supplémentaires pour enseigner dans les écoles. J'ai besoin de médecins pour soigner les gens. J'en ai pas assez. J'ai besoin d'infirmières, j'ai besoin de personnel médical. Eh bien, je crée l'argent nécessaire pour les faire travailler. Je crée l'argent quand je le dépense. Moi, État, mais l'État, c'est nous, hein, il faut comprendre, c'est l'autorité que nous mettons en place d'un commun accord, après y avoir réfléchi, après en avoir parlé, nous mettons en place une puissance publique que nous dotons du pouvoir de création monétaire et que nous gardons sous notre contrôle populaire, permanent, pour pouvoir éviter qu'il ne dérive et qu'il soit volé par des privilégiés. Et nous donnons à cette puissance publique la possibilité de créer les signes monétaires. C'est-à-dire que quand l'État a besoin d'argent, il le crée. Et il demande à chacun une participation, qui est l'impôt, et chacun, quand il paye l'impôt, le paye dans cette monnaie qui a été créée par l'État. Les citoyens utilisent cette monnaie pour leurs échanges, comme aujourd'hui. Et quand ils payent l'impôt, ils payent avec cette monnaie-là, et quand l'État reçoit cette monnaie, il la détruit. L'État crée la monnaie quand il dépense, en investissement et en fonctionnement, et l'État détruit la monnaie quand il la reçoit en impôt. Et donc l'État c'est nous, hein. Il ne faut pas que ce soit l'État, il ne faut pas que ce soit les banques, hein. Il ne faut pas que ce soit des élus par les banques. Il ne faut pas que ce soit des élus comme aujourd'hui, des élus par l'argent des banques, et qui donc servent l'intérêt des banques. Ça, c'est une folie. Ce n'est pas les élus qui mettront en place ce dont je vous parle, hein. Jamais. Les élus sont élus par l'argent des banques, élus par les médias qui ont été achetés par les banques. Les banques et les marchands de canons ont acheté tous les journaux, à part quelques petits journaux marginaux, mais les grands journaux, les magazines, les manuels scolaires, les livres, l'édition, ont été achetés, ça veut dire confisqués par les marchands de canons et les banques. Depuis combien de temps ? Depuis la Deuxième Guerre mondiale. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nos parents, le Conseil national de la résistance, savaient qu'il fallait éviter ça à tout prix. Et donc, ils avaient mis en place des règles. Il ne faut pas faire comme ça. Donc, au début, ça allait bien. Et puis, c'est notre négligence. Hein. Nous laissons faire. Quand R100 prend le contrôle de la presse, qui est descendu dans la rue ? Tout le monde s'en fout, quoi. Hein. S'il y a 10 000 personnes qui descendent dans la rue, ça ne suffit pas. Il faut que ce soit des millions. Puisque nous n'avons pas de constitution. Puisque nous ne pouvons pas regimber. On ne peut pas protester, on ne peut pas s'opposer. Les choses se passent, hein, et les riches ont repris le contrôle de tout, là. Hein. Peut-être que le meilleur acte politique qu'on pourrait avoir, c'est notre façon de consommer, tout simplement. Non. Non ? Enfin, je me trompe peut-être, c'est peut-être vous qui avez raison, hein, mais il me semble que notre consommation, effectivement, renforce le système, mais elle n'est qu'une toute petite facette de notre oppression.
Et on a tellement de mal à se polariser déjà sur quelque chose d'aussi élémentaire et important que c'est pas aux professionnels de la politique d'écrire les règles qui contrôlent les professionnels de la politique. C'est quand même élémentaire et très très fondateur, ça. C'est-à-dire que notre impuissance politique, tout secteur confondu, consommation et autres, notre impuissance politique, elle est écrite dans un texte. Et nous concentrer sur ce texte en disant, ok, on est très nombreux à dire, il ne faut plus que ce soit les hommes au pouvoir qui écrivent les règles du pouvoir, parce qu'on a compris que c'est là que s'organise notre impuissance politique et donc notre impossibilité de résister au malheur, notre impossibilité d'instituer notre bonheur. La difficulté qu'on a à se polariser sur quelque chose d'aussi important, vous imaginez comment on va avoir du mal à se polariser sur le changement de consommation. Mais quel changement de consommation? Il y en a qui vont dire il ne faut pas consommer de voiture, il y en a qui vont dire il ne faut pas consommer de Coca-Cola, il y en a qui vont dire il ne faut pas consommer de McDonald's. On va partir comme une fourmilière dans tous les sens. Que je veux dire quoi? C'est impolarisable. Vous voyez, cette façon de dire, en changeant de consommation, on va tordre le bras aux capitalistes pour leur montrer qui est le maître, puisque ils ont besoin de nous pour acheter. Ça me fait l'effet de quelqu'un qui essaye de barrer un bateau, un dériveur. Il néglige le safran, il néglige le gouvernail, qui serait le processus constituant, comment on écrit des règles contraignantes pour les acteurs politiques. Non, ça c'est... Non, j'y connais rien, donc ça m'intéresse pas. Et qui essaye de gouverner le bateau en se penchant d'un côté. Si je penche à gauche, ça va aller à gauche, si je penche à droite, non. Ouais, tu crois pas que l'effet de masse est non, mais on important? va pas l'obtenir. Et puis l'effet de masse, il n'est pas... je consomme plus du tout de Coca-Cola. La belle affaire, quoi. Hein. La belle affaire. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Je consomme plus du tout, je vais plus du tout... Alors, qu'est-ce que vous changeriez dans la consommation? Imaginez que tout se passe comme vous avez prévu. Imaginez, ce ne sera pas si facile, hein. On n'y arrivera pas, mais imaginez qu'on y arrive. Quelle consommation on changerait? L'agriculture, de manière générale. L'agriculture, c'est qu'est-ce qu'on fait? On passe à une agriculture peut-être plus raisonnée, plus... À la permaculture. Ouais, exactement. Donc on arrête avec l'agriculture industrielle, et on passe à la permaculture. Tout le monde devient capable de cultiver? C'est ça, ouais, capable de cultiver. Ouais. On y arrive, ça y est, c'est fait. Ok. Alors, qu'est-ce que ça change? Difficile de se projeter. Je suis pas mal à quand même. C'est compliqué. Parce qu'imaginez, c'est vrai que si on est permaculteur, on devient autonome alimentaire. Et là, on a changé quelque chose de radical parce qu'on a beaucoup moins besoin de monnaie. Si on est capable de se nourrir nous-mêmes, on a beaucoup moins besoin de monnaie. Aujourd'hui, nous avons un vital besoin de monnaie parce que nous sommes dans une situation où la division du travail a été excessive et on n'est plus capable de se nourrir nous-mêmes, donc on a très 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 besoin les uns des autres, donc on a très 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 besoin d'échanger, donc on a très 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 besoin de l'outil d'échange qu'est la monnaie, donc on est ultra dépendant, mais vitalement, des signes monétaires. Or, il y a une partie de la population, c'est même pas 1%, c'est 1 pour 1000 c'est même 1 pour 10 000 de la population qui a pris le contrôle de la création monétaire et qui la lâche qu'au compte-gouttes, qu'au lance-pierre. Et qui nous a servi. Vous aurez des signes monétaires si vous passez sous les fourches codines d'un employeur ou d'un investisseur, qui sont des maîtres chanteurs, qui font chanter toute la société. Vous pouvez être permaculteur, bon, vous allez vous émanciper en vous rendant capable de vous priver de monnaie, vous allez vous émanciper un peu, mais pas complètement. Hein. Complètement, ça me paraît compliqué. Et oui. les créateurs monétaires, ils ne vont pas vous laisser faire. Regardez ce qu'ils sont en train de faire, les créateurs monétaires. Ils sont en train d'interdire de réutiliser les semences. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Ils sont en train d'interdire à l'agriculteur de garder des graines d'une récolte pour pouvoir semer et préparer la récolte suivante. Interdit. Et pourquoi interdit? Pour qu'ils soient obligés de les acheter. Les acheter à qui? Aux multinationales. Mais vous croyez qu'ils vont vous laisser permaculter? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut inventer un nouveau système monétaire? Hein? Un nouveau système monétaire, une monnaie alternative? Alors les monnaies locales, elles sont très très précieuses parce qu'elles nous permettent c'est un outil pédagogique pour comprendre que la vache, ça change tout. Parce qu'une commune qui s'empare de la création monétaire, il faut regarder le bouquin de Deruder, Philippe Deruder, les monnaies locales, pourquoi, comment, quelque chose comme ça. Un petit bouquin chez Yves Michel, formidable bouquin.
Formidable bouquin. Il explique la monnaie magnifiquement. Et il arrive à une pureté de l'explication de ce que c'est que la monnaie et ce que ça devrait être. Dans 30 pages, là, des petites pages, hein, c'est magnifique. Et puis après, il explique les différentes expériences de monnaie locale, les principales expériences de monnaie locale. Ah la vache, c'est passionnant. Vous avez l'expérience de Schwannenkirchen, l'expérience de Worgl. C'est des histoires vraies. Vous avez une commune qui, au fond du pétrin, de la détresse, 60% de chômage, les commerçants ne travaillent plus, il n'y a plus d'argent. Il y a plein de gens qui sont prêts à travailler. Il y a plein de gens qui ont plein de besoins. Il y a plein de gens qui sont prêts à se donner du mal, mais on n'a pas d'argent. Et la commune se met en tête on va créer la monnaie. Et créer de la monnaie, des bouts de papier, des signes monétaires qui servent à payer l'impôt. Comme je vous disais. Donc je paye le cantonnier, je paye l'instituteur, je paye le gendarme avec les signes monétaires que je crée, moi, maire de la commune, je crée l'argent nécessaire. Les commerçants accepteront s'ils acceptent pas, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est cet argent-là que je prends pour l'impôt. L'impôt, je le perçois avec cette monnaie-là. Il y a des commerçants qui jouent le jeu, d'autres qui ne jouent pas le jeu. Et ceux qui jouent le jeu, tout de suite, l'activité reprend. Et ceux qui ne jouent pas le jeu, ils voient bien que les autres sont en train de revivre, et ils rejoignent le jeu. Et en quelques semaines, le chômage disparaît, parce que l'État qui s'est doté de cette puissance, écoutez bien, un État qui est digne de ce nom, et qui est donc maître de la création monétaire, écoutez bien, il est employeur en dernier ressort. Il est capable, puisqu'il crée la monnaie, il est capable d'employer tous ceux qui n'ont pas de boulot. Il n'a pas besoin d'aller chercher l'argent des riches, il n'a pas besoin d'aller le voler aux gens, il n'a pas besoin de quémander, il n'a pas besoin de payer un intérêt en l'empruntant. C'est une folie d'emprunter l'argent aux riches et de leur payer un intérêt au lieu de le prendre en impôt. Mais qui sont les traîtres qui ont accepté cette démission du pouvoir politique ? Et donc l'expérience de Worgl, par exemple, ou Worgl, je ne sais pas comment on dit, moi, elle est bouleversante. C'est bouleversant. Quand tu lis ça, tu dis, putain, il faut s'en occuper de ce truc-là. Tu as une expérience pratique où tout s'éclaire. Tu comprends quand tu vois comme c'est libérant tous ces gens qui étaient en train de crever faute d'argent. Alors que c'est si simple, une puissance publique digne de ce nom. Pas une puissance publique démissionnaire ou qui obéit aux banques, qui sont des gredins. Une puissance publique digne de ce nom, c'est-à-dire qui a compris que si elle veut s'appeler puissance publique, il faut qu'elle ait la création monétaire. Sinon, elle se fout du monde. Voilà. Il suffit que le maire ait compris ça pour qu'il fasse le bonheur il fait pas le bonheur, il rend possible le bonheur de la commune. Parce que les gens crevaient du manque de l'outil d'échange. Mais quand le maire crée la monnaie, fait attention, il ne faut pas qu'il en crée trop. Hein. Ok, on sait ça, il n'en créera pas trop, il crée ce qu'il faut. Il en crée jusqu'à ce que le chômage ait disparu. Cocagne. Donc c'est l'une des solutions. À mon avis, c'est majeur. Le fait que les humains se réapproprient le fait politique, l'action politique, la décision politique, au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau constituant, mais ensuite donc au niveau législatif. Parce qu'un peuple qui reprend l'écriture de la Constitution, il reprend le contrôle du législatif, parce qu'il va mettre des chambres tirées au sort qui permettent de contrôler le législateur, le gouvernement, les juges, les médias et la monnaie. Il se donne le moyen, avec des chambres tirées au sort, de garder le contrôle de ses pouvoirs. Et avec le référendum d'initiative populaire, il devient lui-même législateur quand il le souhaite. Donc un peuple qui s'est réapproprié le politique, il va se réapproprier, mais parce que quand on en parle tout de suite. Il va se réapproprier l'outil de prospérité qu'est la création monétaire. Gage de liberté. Alors, c'est une condition nécessaire et non suffisante. Nécessaire pour la liberté. La liberté, après, elle se protège, elle se garantit, par à mon avis, un état de droit. Mais un état de droit dans lequel les peuples sont législateurs. Le suffrage universel, ça devrait être un homme, une voix pour voter les lois, pas pour désigner des maîtres. Ce qu'on nous impose depuis 200 ans sous le nom de démocratie, mais qui est un nom fallacieux,
qui est une antidémocratie dans laquelle le peuple n'a pas de pouvoir. Il ne faut pas appeler ça démocratie, sinon on n'arrive pas à dire ce que je veux, c'est la démocratie, puisque le mot est mis à l'envers. C'est vachement malin de le mettre à l'envers. C'est une ruse orwellienne, quoi, hein, enfin, Big Brotherienne. Démocratie, dans une démocratie digne de ce nom, les citoyens votent les lois. Ils n'abandonnent pas leur droit de voter les lois à des maîtres. Il faut que les choses éteignent. Enfin, si on appelle démocratie le régime dans lequel nous élisons des maîtres qui vont tout voter à notre place, ben on n'est plus bête, on est bête, quoi. Hein. Mais c'est notre faute, on est con. Et puis mort au con, quoi. Dans la nature, mort au con, quoi. Hein. Je veux dire, si on est bête, les banquiers gagneront. Voilà, les banquiers, ils ont compris, ils écrivent la monnaie. Hein. Alors, ils écrivent la Constitution. Ils produisent la monnaie. Ça, je vais te dire, ça c'est le constat. Mais quelles seraient les solutions ? Parce que j'imagine qu'il y a des solutions. Alors bon, il y a peut-être la monnaie locale, peut-être une éducation différente. Moi, j'ai l'impression, en t'écoutant, que ces deux leviers pourraient nous permettre de tendre vers peut-être plus de bonheur, si on peut raccrocher ça au bonheur. Est-ce que tu penses qu'il y aurait autre chose à mettre en place pour que la population soit peut-être tendre vers plus de bonheur, plus de liberté. Vous vous souvenez de ce que je vous ai lu tout à l'heure ? Le bonheur, c'est d'espérer. Espérer, c'est déjà être heureux. C'est fort, ça. Hein. C'est pas suffisant, à mon avis, parce que le gars qui est dans sa prison, qui est dans un régime tyrannique, dans lequel c'est pas un état de droit, ou qui subit une injustice épouvantable et qu'on force à travailler tous les jours à la mine, et il y en a plein dans le monde. Hein. Dans le monde, c'est le lot commun. Hein. Ces gens-là, tu leur dis, le bonheur c'est d'espérer, faut pas se foutre du monde quand même. Hein. Donc ça suffit pas. Le bonheur c'est d'espérer, ça va bien pour la quête individuelle, l'organisation individuelle, où je suis responsable moi-même de mon propre bonheur, ou de mon malheur, si je tourne les choses en mal. Si je vois les choses de façon positive, je suis co-constructeur de mon bonheur. Je suis responsable de mon bonheur. Mais tout ça n'est jouable, possible, acceptable, décent que dans le cadre d'un état de droit, quoi, hein. Il faut quand même garantir un état de droit dans lequel le fort ne peut pas jeter en prison celui qui lui résiste ou qui refuse de travailler pour lui en abandonnant les fruits de son travail. Il ne faut pas que le riche puisse asservir le pauvre. Et c'est un état de droit qui protège ça. Et à mon avis, donc, le bonheur, mais le bonheur du plus grand nombre, moi je pense au bonheur de l'humanité, hein, et des animaux d'ailleurs, hein, parce que les animaux méritent d'être protégés comme les autres faibles, comme les humains faibles, hein, nous sommes des animaux, et je vois les autres animaux comme des victimes terrifiantes de notre de notre vision anthropocentrée. Je veux dire, on ne voit que nous comme si nous étions les seuls êtres vivants et les autres sont bons à être mangés. Ça fout les jetons, ça. Hein, je veux dire, comme Simone Veil, comme des tas de penseurs, je trouve que nous maltraitons les hommes parce que nous maltraitons les animaux. C'est-à-dire qu'avec les animaux, on apprend une cruauté qui nous servira ensuite à maltraiter les hommes. Tout comme avec la nature. Ouais. Et surtout les animaux sensibles. Hein, c'est surtout les animaux sensibles, moi, qui me soucient. Bon, il y a des limites à trouver parce que c'est vrai que les moustiques ou les... Je sais pas, est-ce qu'on protège tous les êtres vivants ? Je sais pas. Bon, mais l'émancipation politique et le bonheur du plus grand nombre passent par, à mon avis, une appropriation, une responsabilisation individuelle généralisée par rapport au processus constituant. C'est-à-dire qu'une multitude devient un peuple quand elle se constitue en société avec un contrat social, une règle qui va dire comment on écrit le droit. Cette règle, c'est la Constitution, on l'appelle comme on veut. Si on veut l'appeler contrat social, on peut l'appeler contrat social, on peut l'appeler d'un nom plus élégant, moins technique, plus... Tu crois que c'est possible ? Respectable. Parce que Constitution, c'est presque un mot technique, c'est presque vil par rapport à... Contrat social, c'est plus beau. Il y a un accord entre adultes... Et quand un enfant arrive, il va renégocier le contrat social. Et puis quand un adulte n'est pas content du contrat social, il faut qu'il ait un droit de sécession pour s'en aller. Il faut respecter les gens dans ce contrat social. Il ne faut pas que ça s'impose. Il faut vraiment que ce soit un contrat au sens où on accepte, avec une acceptation qui soit éclairée, qui ne soit pas dolosive, qui ne soit pas imposée avec des manœuvres frauduleuses. Le contrat social, moi, je le pense dans
dans une vision vraiment respectueuse, mutuellement respectueuse, où on fait attention à être bien sûr qu'on est d'accord sur l'essentiel de ce qui fait qu'on vit ensemble. Mais à mon avis, partout sur Terre, on a le même problème, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à dépasser nos problèmes personnels et matériels du moment pour nous hisser au-dessus et voir le bien commun et dire ce serait bien de s'en occuper pour établir un état de droit. Tu crois que c'est possible ? Oui, c'est possible. Je le vois bien. Moi, je fais des ateliers constituants. Ça fait des années. Je fais des ateliers constituants partout dans le pays et dans les pays francophones. En Belgique, en Suisse, en Tunisie, sur l'île de la Réunion. Enfin, un peu partout où je peux. Je vais parler de ça et puis je fais des ateliers constituants. Et je vois bien que les gens s'approprient ça à toute vitesse. Dans le train, quand j'ai un long voyage à faire, je vais à Mulhouse, par exemple, j'ai 5 heures de train. Ou je vais à Bordeaux, j'ai 7 heures de train. Les gens que je rencontre, qui sont en face de moi dans le train, ils ne me connaissent pas. C'est des inconnus absolus. Assez vite, on engage la conversation. Et donc, assez vite, on en vient à parler de constitution. Et on fait un atelier constituant. Mais les gens comprennent à toute vitesse. À toute vitesse, ils comprennent tout de suite. Il faut pas besoin de 7 heures. En une demi-heure, ils ont compris que c'était important. Et en 1 heure, ils savent qu'ils sont prêts, ils ont envie de faire d'autres ateliers. Et est-ce qu'ils passent à l'action ? Alors, à quelle action ? À quelle action ? Ce qu'il faudrait faire, à mon avis, et qu'ils ne font pas, et j'essaye de comprendre pourquoi, j'essaye de trouver une solution, une parade, c'est qu'ils ne sont pas assez... Et je suis peut-être injuste quand je dis ça, parce que ils le font peut-être et je ne suis pas au courant. Mais il me semble les gens qui ont compris ce que je dis là, ne font pas assez d'ateliers constituants avec leurs voisins, avec leurs collègues de travail, avec leurs parents, leurs enfants, tu vois, pour emmener d'autres, pour être contagieux. Parce que tout ça ne fonctionnera que si on est très nombreux. Si on n'est qu'une poignée, je ne sais pas, si on est 1 million, à avoir compris que ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, c'est très insuffisant. 1 million de personnes qui veulent imposer à 80 millions de personnes, ça va être un bain de sang. On pourra pas, il faut pas l'imposer. Le contrat social, il faut qu'on le négocie, qu'on le discute et qu'on le signe sur le plus petit dénominateur commun. Ça ira peut-être avec le temps. Oui. Et on ne le verra peut-être pas de notre vivant. Mais il y a quelque chose de nouveau là. C'est une vieille graine, une graine qui existe depuis longtemps, l'idée que nous devrions tous faire de la politique. Tous les anards disent ça, et tous les vieux démocrates disent ça depuis longtemps. Il y a quelque chose de nouveau avec l'Internet. C'est que pour moi, anarchistes et démocrates, c'est très proche. C'est des gens qui se méfient des pouvoirs et qui font confiance au peuple, qui font confiance aux gens, qui disent on va se débrouiller tout seul pour organiser notre société. Voilà, les démocrates et les anarchistes sont très proches, en fait, je trouve. Il y a des anarches que j'aime pas trop, les anarcho-capitalistes, où on sent bien qu'eux, ils veulent pas de règles, pas de pouvoir, parce qu'ils sont les plus forts et qu'ils veulent profiter de leur force sans contrainte, donc c'est des bectes. Mais c'est pas, la plupart des anards sont pas du tout comme ça, et c'est des gentils comme tout, ils sont pacifistes et adorables. Et une vision très proche de la démocratie. Mais, donc c'est une vieille idée, mais à chaque fois que les anards ont réussi à devenir 100, 1 millier, ils se sont fait massacrer par les bourgeois, par les privilégiés. Les riches qui ne voulaient pas que qui c'est ces gens-là. Oui, ils commencent à devenir puissants, on va s'en débarrasser physiquement. À l'occasion d'une guerre où on peut faire n'importe quoi, il n'y a plus d'état de droit. L'État, il les met en prison puis il les fusille. De toute façon, c'est la guerre, c'est le chaos, on fait ce qu'on veut. Et là, ils se débarrassent. On fait ce qu'on veut, mais je peux te dire que les privilégiés, eux, ils savent très bien qu'il faut zigouiller. Et le problème, c'est qu'ils sont quelques centaines, quelques milliers, même quelques dizaines de milliers, c'est très facile de les zigouiller, il ne reste personne. S'il en reste 3-4, le temps que ça redevienne des milliers, les riches peuvent s'en mettre plein la panse. Ce qu'il y a de nouveau avec Internet, c'est que historiquement, ça n'a jamais été aussi vite. C'est-à-dire qu'on est très, 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 très nombreux, et de plus en plus, très vite, très nombreux, à dire mais c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, et nous on veut une vraie démocratie, une démocratie digne de ce nom. On veut voter les lois, on veut plus voter pour désigner des maîtres. Oh putain, mais si on est très 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 nombreux, ça va être compliqué de tuer des millions et des millions et des millions de personnes. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose. Mais il faut qu'on soit très nombreux avant.
Et les jeunes gens brûlent d'agir là, en disant bon, bah, ça c'est bien gentil, moi j'ai fait mes ateliers, maintenant quand est-ce qu'on va se castagner? Les jeunes gens, c'est qui les jeunes? Bah, les jeunes, ils ont le sang chaud là, les jeunes gens. Quel âge? Bah, ceux qui ont entre, je sais pas, moins de 30 ans là, ils sont tous, ils ont le sang chaud quoi. Hein. Ok. Ils sont prêts, ils veulent en découdre. Mais si on prend ça comme ça, on va se faire exterminer. Si on commence à un rapport de force là, mais on va perdre, évident, on va perdre en puissance 1000 quoi. Hein. On est plutôt s'adapter quoi. Mais oui, c'est bien plus malin de changer dans nos têtes notre façon de formuler le problème et d'exiger. C'est pas d'exiger, c'est de vouloir l'alternative qui est une démocratie digne de ce nom. Occupons-nous d'être très nombreux, mais pas des millions, des milliards. Et c'est très rapide de passer des millions aux milliards, hein, d'ailleurs. Hein. Ce qui va être long, c'est d'atteindre des millions, mais une fois qu'on est à des millions, si ça y est, on a trouvé le moyen d'être contagieux, il faut quelques jours pour être des milliards. Hein, donc mais occupons-nous d'être des milliards à vouloir un régime respectueux des humains, démocratique, où les humains contrôlent les pouvoirs politiques. Et donc arrête de laisser les pouvoirs politiques écrire eux-mêmes les règles du pouvoir, c'est-à-dire la Constitution. Soyons nombreux à cibler nos volontés sur quelque chose, à polariser nos volontés. De toute façon, on est tous à vouloir des choses différentes et ça fait notre faiblesse. C'est-à-dire qu'on est nombreux, mais on veut tous des choses différentes. On est comme une fourmilière, tout le monde va tenter. Mais polarisons nos volontés mais en parlant, hein, c'est pas sur ordre. Polarisons nos volontés parce qu'on trouve que c'est malin, sur le point focal décisif qui est. C'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. C'est au peuple lui-même, c'est aux citoyens eux-mêmes d'être. Un citoyen, c'est constituant. Sinon, c'est un enfant. Voilà. Donc, nous, on veut être constituant. Donc, vous voulez pas, mais nous, on veut. Donc, on va voir combien on est. Mais si on est des millions, vous pouvez, même si vous n'êtes pas d'accord, ça se passera. Et ça se passera pas dans le sang, puisqu'on est partout. Oui. Ça se passe dans le sang quand une minorité essaye d'imposer sa loi à une majorité, avec des armes. Mais là, si c'est pas une majorité, c'est une immensité qui veut quelque chose de simple. C'est-à-dire que tu constates aussi qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des prises de conscience à tout niveau. Oui. Ouais. Qu'on est j'ai l'impression depuis 4-5 ans. Oui, ça va pas assez vite. J'aimerais bien que ça aille plus vite, mais je suis un peu comme un horticulteur ou un agriculteur qui a passé du temps à semer et puis qui s'impatiente. Alors ça pousse pas quoi. Il ne faut pas s'impatienter. Non. C'est-à-dire que quand tu plantes ta graine, il faut mettre un peu d'eau de temps en temps, il faut revenir, réexpliquer, répondre à des objections, mettre un peu d'eau, dire vous pensez à vous en occuper, voilà. Mais pas plus que ça, quoi. Commence pas à tirer sur la pousse, tu vas l'arracher, quoi. Hein. Laisse-la faire. Si elle est bonne, elle va grandir. C'est évident. Ouais. Donc, j'essaye je me gendarme. J'ai l'impression que ça va pas assez vite, mais c'est parce que je suis un débutant, quoi. Je suis un débutant, donc je suis impatient. Je voudrais bien que ça pousse tout de suite. Je vois déjà des plantes magnifiques. Il y a déjà des gens qui ont parfaitement intégré l'idée, quoi, et qui sont capables de la défendre comme moi. Même s'ils me tuent, il y en a d'autres déjà qui la défendent parfaitement. Alors, s'il y avait une citation qu'on devrait retenir derrière tout ça, ce serait laquelle? Toi qui lis sur beaucoup. Le bonheur? Ouais. Il y en a quelques-unes, mais qui sont presque toutes d'Alain. Il y a le secret de l'action, c'est commencer. Ça, c'est puissant. Il y a cette phrase que j'ai formulée moi-même, mais que ça fait 10 ans que je la creuse et je crois qu'elle est puissante. C'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. C'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Et je crois qu'il y a dans cette phrase-là une révolution anthropologique avec des humains qui, s'ils comprennent cette phrase-là, cessent d'être des missionnaires du processus constituant et deviennent législateurs. Donc se donnent les moyens d'être co-législateurs. Et ça change tout, parce que je trouve que le malheur des hommes, il est très souvent lié, l'injustice que subissent les hommes est très souvent liée à une impuissance politique. Et à la puissance politique des privilégiés. Une petite poignée de privilégiés. Donc c'est du droit, en fait. Tu as des gens plus malins qui ont pris le contrôle du droit, donc de la police, donc des armes,
Et puis, hein, c'est cocagne. Là, ça vient des maîtres chanteurs, ça vient de la mafia. Mais c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, c'est un antidote. Il y a une autre phrase d'Alain que je trouve extrêmement éclairante. C'est 3 toutes petites phrases. La première phrase d'Alain, et elles se suivent dans un propos. Le trait, donc je le dis de mémoire, mais au mot près. Le trait le plus visible de l'homme juste est de ne point vouloir du tout gouverner les autres, et de seulement se gouverner lui-même. Cela décide tout. Autant dire que les pires gouverneront. Là, il y a la prison du gouvernement représentatif. Si on donne le pouvoir à ceux qui le veulent, les pires gouverneront. La solution, l'antidote, c'est de tirer au sort ceux qui ont le pouvoir. Ne plus donner le pouvoir à ceux qui le veulent. Ne plus donner le pouvoir à ceux qui le veulent. On le sait depuis Platon. Il ne faut pas donner le pouvoir à ceux qui le veulent. Et la procédure antidote universelle contre les voleurs de pouvoir, c'est le tirage au sort. Mais ce ne sont jamais les élus qui vont défendre le tirage au sort. Ce ne sont jamais nos représentants actuels qui vont défendre le tirage au sort. Ce ne sont jamais les tenants du pouvoir. Ce n'est pas les hommes au pouvoir qui vont rendre les clés spontanément. C'est à nous de comprendre d'abord, et ensuite de vouloir, la procédure du tirage au sort comme protection contre les voleurs de pouvoir. Notre pouvoir de citoyen sera défendu rendu possible par le tirage au sort. Donc la prophétie d'Alain, les pires gouverneront, c'est vrai dans le gouvernement représentatif où on donne le pouvoir à ceux qui le veulent. Parce que les hommes bons ne veulent pas le pouvoir. Mais si tu ne donnes pas le pouvoir à ceux qui le veulent, tu le donnes à n'importe qui, avec pas de possibilité de refuser, tu vas avoir des bons, tu vas avoir des gens honnêtes, des gens dévoués, tu vas avoir des gens normaux qui n'auraient jamais été candidats, et qui, s'ils pouvaient refuser, auraient refusé. Mais ils ne peuvent pas refuser. Il faut le faire. Comme tu rends un service, tu fais ton service militaire, il faut le faire, bon, voilà, tu le fais. Et bien, tu vas avoir des gens bien meilleurs. Et c'est à nous de le vouloir. Merci Étienne. Merci à vous. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes « C'est quoi le bonheur pour vous ?» qui vous permettra de mieux vous connaître et de mieux connaître les gens avec lesquels vous allez jouer de manière ludique et bienveillante. Vous me retrouverez assez facilement sur les réseaux sociaux si vous souhaitez qu'on échange en direct. Et merci de nous laisser des messages ou des avis, des commentaires. Ça fait vraiment plaisir et je prendrai une grande joie à vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle route et je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « C'est quoi le bonheur pour vous ?»